Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes ministre chargé de l'égalité femmes-hommes et puis de la lutte contre les discriminations. Vous publiez Nos combats pour la République, un appel à se dresser face aux défis de notre temps, populisme, antisémitisme, laïcité, démocratie, violence faite aux femmes et aux enfants. C'est publié chez Robert Laffont, on va en parler dans un instant. D'abord, il y a cette actualité, j'ai presque dire économique, cette tourmente mondiale de Donald Trump déclenchée aujourd'hui avec peut-être des conséquences économiques pour la France, les chutes des bourses occidentales. Vous dites là, on découvre le vrai visage de Donald Trump. On découvre, on le redécouvre, puisqu'on avait quand même déjà eu des questions sur les tarifs qui avaient été posées dans son premier mandat. Mais je crois que ça nous oblige surtout à agir et à réagir en européen. C'est-à-dire tout ce que le président de la République essaye de faire depuis 2017, où parfois on s'est senti bien seul à dire à un moment fort du marché intérieur qui est le nôtre, de 450 millions d'Européens et de consommateurs, c'est à nous d'imposer des règles et des règles du jeu communes. En fait, il a raison. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera de toute façon à être suffisamment puissant dans le rapport de force. Oui, alors on a vu aussi, par le biais de l'ambassade des États-Unis en France, un appel aux entreprises qui commercent avec les États-Unis pour leur dire qu'on devrait supprimer les engagements en matière d'égalité femmes-hommes ou ce genre de choses. Évidemment, j'imagine que ça vous révolte. Ce qui me révolte, c'est la tentative d'ingérence, parce qu'elle est inacceptable, quel que soit le pays qui tenterait cette ingérence. Et moi, ce que j'ai rappelé aux entreprises qui exercent en France, qu'elles soient françaises ou non, c'est qu'il y a la loi. Il y a la loi française. Et la loi française, elle s'applique pour tous, partout et tout le temps. Et dans notre loi, il y a des principes essentiels qui ne sont pas négociables, d'égalité entre les femmes et les hommes, donc évidemment d'égalité professionnelle et salariale. Et en aucun cas, nous n'allons les gommer d'un trait de plume, notamment aussi sur les droits sociaux qui sont associés, que ce soit les congés maternité et congés paternité, puisqu'on a aussi besoin que cette parentalité, elle progresse pour les deux parents. Lutte contre toutes les formes de discrimination. Évidemment, on n'a pas, nous, de discrimination positive en France. Par contre, on a des politiques de lutte contre toutes les formes de discrimination et on est intraitable sur cette question. Oui, on voit que Donald Trump a cessé de financer un certain nombre d'organismes qui, justement, contribuaient à ces méthodes d'inclusion, à cette politique d'égalité, etc. Il y a aujourd'hui en France un risque. Alors, pas en France, parce que nous, encore une fois, on a des lois qui protègent et on progresse d'ailleurs sur les lois dans notre pays, sur la question de l'égalité, de la lutte contre les violences, la lutte contre les discriminations. Mais oui, il y a une angoisse qui existe déjà de se dire que ce qui se passe aux États-Unis pourrait à un moment infuser dans l'esprit de certains responsables politiques en France. Et puis surtout une inquiétude pour beaucoup d'autres pays dans le monde qui étaient dépendants aussi des programmes d'aide américains. Quand j'ai rencontré il y a quelques semaines, j'étais aux Nations Unies justement pour porter la voix du gouvernement français sur la question des droits des femmes dans ce cénacle où on se réunit tous les ans sur cette question. Quand j'ai rencontré par exemple nos interlocuteurs ukrainiens, il faut quand même avoir en tête que les femmes en Ukraine et pour un certain nombre aussi des hommes ont subi des violences sexuelles, ont subi des viols parce que le viol est une arme de guerre qui est malheureusement utilisée et qui a été utilisée par l'agresseur russe. Eh bien, ces programmes de reconstruction des victimes de violences sexuelles, qui étaient en grande partie financés par les États-Unis, se sont arrêtés du jour au lendemain. Donc c'est partout dans le monde des grands programmes, que ce soit sur la malnutrition, que ce soit sur la santé des enfants, la lutte contre les violences sexuelles, l'éducation des enfants, qui sont mis en péril parce que les États-Unis représentaient une part importante du soutien financier à ces programmes. Et la menace sur le droit à l'avortement, alors l'avortement est protégé en France, mais ça peut s'étendre, l'imitation à l'IVG. Mais moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il n'y a pas un microclimat qui, par principe, nous protège parce qu'on est la France. Par contre, parce qu'on est la France, on a un message particulier envoyé au monde, parce que, justement, on a une certaine idée de nous-mêmes et des valeurs qui sont des valeurs universelles qu'on a envie de porter. Quand j'ai écrit la première proposition de loi pour faire entrer l'IVG dans la Constitution, la première remarque qu'on m'a faite, c'est de me dire « c'est inutile ». C'est inutile. Regardez, en France, l'IVG n'est pas contestée. C'est pas vrai. Il y a toujours eu des contestations qui existent sur l'IVG. Il y a la tentation de certains, non pas de la supprimer, mais de limiter son accès, de limiter le nombre de semaines, de dérembourser. Et puis, encore une fois, on légifère pour l'avenir. Et en ayant inscrit l'IVG dans la Constitution, on a envoyé un message très clair en France, en disant « pour nous, ça n'est pas négociable parce que c'est la première de nos libertés, c'est la maîtrise de nos corps. Et donc, on a mis la plus haute garantie possible. Mais c'est aussi un message qu'on a envoyé au monde pour toutes les femmes qui, à travers le monde, n'ont pas accès aux droits sexuels et reproductifs et donc à la maîtrise d'elles-mêmes et de leur corps. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'on agit, en étant très lucide sur le fait que les droits restent fragiles, qu'il reste des combats qu'on doit en permanence
porter et remettre sur le métier, et qu'en France, oui, ça n'était pas négociable. Oui, on a entendu le président américain prendre appui, soutenir Marine Le Pen, dire libérer Marine Le Pen, se plaindre finalement de sa condamnation pour détournement de fonds dans l'affaire des assistants parlementaires. Et on a vu Marine Le Pen manifester, rassembler ses partisans hier à Paris et appeler finalement à une forme de dire la République des juges, la tyrannie des juges. C'est un discours que vous prenez comment ? Moi, je pense que c'est des discours qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que derrière, ça donne dans la société le sentiment que nous ne serions plus dans un état de droit parce que la justice a été rendue. Et ça, c'est l'inversion totale des valeurs. Nous sommes justement dans un état de droit vivant et bien vivant, avec justement 2 démonstrations la même semaine. Le fait qu'un magistrat, tout simplement, rende la justice non pas en opportunité politique, mais en droit. Le fait de toute façon que Mme Le Pen peut se pourvoir en appel, et que la Cour d'appel de Paris a dit que ce serait, vu le contexte politique, jugé dans des délais qui sont très rapides par rapport aux délais habituels. Et la même semaine, Mme Le Pen qui peut organiser justement un grand meeting et un rassemblement. C'est la démonstration d'un état de droit et d'un état de droit bien vivant. Oui. Par contre, on devrait tous être interpellés par le fait qu'aujourd'hui, on a des magistrats, des procureurs qui sont sous protection policière. Tout simplement parce qu'ils font leur travail en notre nom à tous, puisqu'ils rendent la justice au nom du peuple français. Oui, on a vu en même temps, pratiquement tout de suite après, un meeting de Renaissance, Gabriel Attal qui est intervenu. Vous êtes intervenu le matin dans ce meeting, qui était justement un appel à sauver la démocratie. Et on a entendu des mots très forts de Gabriel Attal, qui s'adressait directement à Marine Le Pen en disant en gros la politique de fermeté qui est la vôtre, celle que vous voulez pour les délinquants, appliquez-la à vous, et qui vole doit rembourser, etc., etc. Donnant. Vous pensez que c'est ça la réponse ? Je crois qu'en tout cas, il faut toujours avoir la même attitude, quelles que soient les personnes mises en cause. Moi, je ne me suis jamais réjouie d'une décision de justice qui concernerait tel ou tel responsable politique, pas plus que j'ai à regretter telle ou telle décision de justice. Et le problème, c'est qu'on est souvent confronté à des hommes ou à des femmes qui, en fonction de la personne mise en cause, réagissent différemment. En disant, dans ce cas précis, on est favorable à la décision de justice parce qu'elle nous ferait plaisir, puis dans ce cas-là, on la déplore. Non, moi, je veux être dans un état de droit dans lequel, encore une fois, on juge en droit et on ne juge pas en opportunité politique. Madame Le Pen reste présumée innocente tant que l'appel n'a pas été prononcé. Pour autant, il ne faut jamais oublier le point de départ. Le point de départ, c'est qu'elle a été condamnée en première instance pour 4,4 millions d'euros de détournement. Vous faites le calcul, ça fait 250 années de SMIC, par exemple. Ça parle peut-être plus aux gens qui nous écoutent. 250 années de SMIC qui ont été détournées, vraisemblablement pour employer des gens qui travaillaient pour le parti, pour employer des gens qui travaillaient même pour la famille Le Pen. Son propre majordome était salarié, apparemment, du Parlement européen. Donc non, on ne joue pas avec l'argent public et on ne joue pas avec nos principes. Mais alors, au-delà, votre livre, Nos combats pour la République, Aurore Berger, publié chez Robert Laffont, c'est vrai que le meeting hier de Renaissance, c'était la démocratie est en péril. Vous diriez, comme certains le demandent aujourd'hui, qu'il faut une union entre les centristes, ceux qui sont dans le camp macroniste, on va dire, pour présenter une candidature unique à l'élection présidentielle pour espérer être au premier tour et ensuite qualifier au deuxième. Ce que je dis, c'est 2 choses. Déjà, il nous reste 2 ans avant la prochaine élection présidentielle. Moi, je veux que ce soit 2 années utiles pour les Français. Je ne veux pas donner le sentiment, en venant sur un plateau de télévision, que les 2 années qui viennent ne servent à rien. Nous, on est au gouvernement. Moi, je suis ministre et je me bats tous les jours sur la question des droits des femmes, sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, faites aux enfants, sur les questions d'égalité, de lutte contre l'antisémitisme, parce que ce sont des problèmes aujourd'hui et maintenant, et j'ai pas envie d'attendre 2 ans pour les régler, ou en tout cas pour progresser sur ces sujets. Donc je dis à tout le monde, n'enjambez pas ces 2 années qui viennent, travaillez et travaillons tous ensemble dès maintenant. Et ensuite, je dis que sur la question de l'élection présidentielle, il faudra, oui, je crois, qu'on ait une candidature unique. Sous la forme de primaire, comment on va faire la sélection ? Ça, c'est à voir sur les modalités de désignation, mais il faut déjà accepter que les uns et les autres acceptent qu'une candidature unique puisse exister, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Or, si demain nous avons 1, 2, 3 candidats ou 1, 2, 3 candidates, alors ça posera une question majeure sur notre capacité même à être au second tour de l'élection présidentielle. Et moi, je ne veux pas d'un second tour où les Français n'auraient plus le choix qu'entre le RN et la France insoumise, parce que ce serait un choix dramatique pour notre pays en termes de principes, de valeurs, de conséquences économiques et financières, de conséquences concrètes dans la vie quotidienne des Français. Donc si on veut empêcher ça, il ne faut pas enjamber les 2 ans, il faut travailler, il faut avoir des résultats tout de suite et maintenant. 2, oui,
On gouverne ensemble aujourd'hui déjà, donc je pense qu'il faudra qu'on travaille à une candidature unique. Oui, hier, à la manifestation LFI et les écologistes, le Parti socialiste n'était pas présent. Au fond, ce front républicain, d'ailleurs, et dans le livre, vous en parlez, vous contestez cette idée qu'il puisse y avoir ce front républicain, c'est-à-dire que tout, sauf le RN, est voté, y compris pour des candidats LFI. Vous n'étiez pas d'accord avec ça. Vous dites, au fond, on peut s'allier avec les socialistes, on peut s'allier avec un certain nombre de gens contre le RN, et c'est ni RN ni LFI toujours. Moi, je crois à la clarté politique. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez une élection législative, il n'y a pas que les 2 candidats arrivés en tête de l'élection législative qui peuvent se qualifier au second tour. On peut avoir un certain nombre de cas où il y a 3 candidats, parfois même 4 candidats. Et je crois qu'on a essayé de tordre un peu ces résultats-là en imposant à des candidats, ici les nôtres, ici à gauche, de se désister, de ne pas être candidat au second tour. Moi, je crois que les Français sont suffisamment grands pour faire leur choix par eux-mêmes, pour eux-mêmes, dans chacune des circonscriptions pour les élections législatives. Ça, c'est la première des choses sur la question du front républicain, où ça n'est pas la même chose sur une élection présidentielle. Une élection présidentielle, il n'y a que 2 candidats au second tour. Donc à la fin, on élimine celui qu'on ne veut vraiment pas voir arriver au pouvoir. Donc oui, là, il y a un front républicain, je vais dire, qui se met en œuvre un peu plus automatiquement. Sur les législatives, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il faut, encore une fois, faire confiance aux Français et respecter les Français. Moi, je crois à la République du respect. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je n'ai pas été d'accord avec une décision, je l'assume. Vous le dites dans le livre, qui était celle à l'époque qui était précipitée, qui au fond... Premier ministre, celle de Gabriel Attal, Oui. parce que je crois qu'on ne combat pas le RN en votant pour la France insoumise. Parce que, encore une fois, on voit bien que la situation aujourd'hui qui est celle de la gauche, le fait que Jean-Luc Mélenchon, finalement, soit le seul représentant aujourd'hui puissant à gauche est un problème démocratique et républicain majeur, parce qu'on le voit sur des sujets qui me sont essentiels et qui devraient être essentiels pour tous les Français, c'est notamment la question de l'antisémitisme. Vous dites que LFI est un parti avec des relents antisémites ou... Je dis qu'en tout cas, on a une explosion des faits d'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023, depuis les attentats islamistes perpétrés par le Hamas en Israël, que les Français juifs aujourd'hui vivent avec un sentiment de peur, trop souvent dans notre pays, ici à l'école, ici à l'université, sur le lieu de travail, sur les réseaux sociaux, dans les transports publics, que l'État est intraitable avec tous les faits d'antisémitisme, évidemment, et sanctionne de manière systématique et protège évidemment de manière systématique. Mais quand on a des responsables politiques qui attisent cette haine, alors oui, c'est un problème majeur qui fait que pour cette seule raison et cette simple raison, je ne pourrais jamais mettre un bulletin de vote LFI dans une urne. Oui, et donc vous dites au fond que le Parti socialiste a raison aujourd'hui de prendre ses distances. Vous espérez quelque chose de ça ? Ça a été long. Ça a été quand même très long, mais tant mieux s'ils le font et s'ils le font de manière définitive. Parce qu'on a vu le Parti socialiste souvent varier sur ses positions vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Un jour vouloir faire alliance, un jour la dénouer. J'espère que de manière définitive, le Parti socialiste, quel que soit demain le responsable, le premier secrétaire du Parti socialiste, dira qu'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, au nom de leurs principes et au nom de nos valeurs communes républicaines et démocratiques, n'est plus en aucun cas envisageable. Oui. Parce que l'antisémitisme, vous voyez, ce combat-là, ça ne peut pas être une variable d'ajustement. C'est aussi à ça qu'on mesure l'état de nos démocraties, la manière avec laquelle on lutte contre l'antisémitisme et avec laquelle on se sent chacun intimement concerné par cette violence et cette haine-là. Et donc, oui, ça ne peut pas être une variable d'ajustement. Et en effet, j'en parle dans le livre parce que je pense que c'est un des combats pour la République qu'on doit mener. C'est très important. C'est vrai que ce livre est très personnel, Aurore Berger. Vous commencez d'ailleurs, c'est comme une lettre à votre fille, cette petite fille qui est née. Vous aviez caché votre grossesse pour mener campagne, parce que vous dirigiez le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous dire, une femme enceinte qui dirige une campagne électorale d'un groupe majoritaire, ça vous paraissait pas possible de montrer que vous étiez enceinte ? Est-ce que c'était pas possible ? Je sais pas, mais je sais que ça change le regard, ça change la perception. Combien de vos collègues, sans doute journalistes, ont-elles attendu le dernier moment pour dire qu'elles étaient enceintes ? Pas parce que la direction les aurait cadenassées, mais parce qu'elles ont peur, en fait, des répercussions que ça peut avoir, de l'image que ça peut renvoyer, de la perception, d'une promotion qui ne viendrait pas en disant « non, je ne peux pas promouvoir une femme enceinte » et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les femmes se sentent en permanence libres d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, libres de pouvoir progresser dans leur carrière professionnelle. Et il y a trop de jugements encore aujourd'hui qui pèsent sur les femmes. La parentalité, elle pèse aujourd'hui beaucoup plus sur les femmes, les mères, que sur les hommes, les pères. Et ça, c'est un sujet pour notre société, parce qu'il y a tout ce que nous, on peut mettre en place au niveau de la loi, évidemment, sur la question de l'égalité professionnelle, de l'égalité salariale. Et on a eu de cesse de progresser
et les écarts n'ont eu de cesse de se réduire. Mais sur les écarts qui persistent, c'est quand même beaucoup lié à la culture aussi, qui est la nôtre ou qui n'est Oui. pas encore la nôtre. Et je pense que oui, on a des marges de progression Et, à faire et- encore. et alors, donc, vous vous adressez à votre fille dans ce livre et vous lui dites, au fond, pourquoi je me bats? Et puis, c'est vrai que c'est un combat, d'ailleurs, c'est le titre du livre. Le combat est vraiment, c'est presque un combat physique. Vous racontez des Bien joutes à sûr, l'Assemblée bien nationale sûr. extrêmement difficiles. Vous racontez, et vous dites, je l'ai écrit dans ce livre, mais je ne veux pas y revenir forcément de manière orale, parce que c'était des choses extrêmement dures à vivre. Bien Ce que sûr. vous avez vécu à un certain moment, quand vous Oui. accusez d'instrumentaliser les souffrances des femmes. Oui, parce que c'est aussi un combat physique, la politique. C'est un rapport de force qui existe et parfois certains cherchent à créer ça, à créer ce rapport de force physique, cette intimidation. L'Assemblée nationale, les gens ne le réalisent pas tant qu'ils n'y sont pas venus physiquement. D'ailleurs, quand ils viennent, ils me disent mais c'est beaucoup plus petit que ce que j'avais imaginé. Cet hémicycle, tout le monde se voit, tout le monde se sent. Et donc, oui, il y a des moments où vous vous sentez vraiment attaqué. Et donc, il faut être en capacité de dire, il faut être en capacité de riposter, il faut être en capacité d'attaquer. Et il n'y a rien de pire pour une femme en politique que de montrer, soi-disant, de la vulnérabilité. Et moi, ça m'est arrivé de montrer de la vulnérabilité à un moment. Mais ce n'est pas de la fragilité. Oui. À un moment, d'être sincère, ce n'est pas de la fragilité. D'avoir, dans son parcours personnel et intime, vécu des choses qui sont douloureuses, mais qui nous ont aussi transformés et qui nous ont permis peut-être d'avoir encore plus d'engagement sur des combats. Et moi, c'est mon cas. Mais C'est comme vrai. des milliers et des milliers de femmes, malheureusement, ont eu à subir des violences, ça a été mon cas. C'est vrai que à un moment, je l'ai verbalisé à l'Assemblée nationale, dans un moment auquel je ne m'attendais pas du tout. Je n'étais pas venue pour parler de moi et de mon cas. Mais donc, c'est pour ça que j'y reviens dans le livre, pour expliquer pourquoi, à ce moment-là, je me suis sentie contrainte de le dire. Plus simple, en effet, de l'écrire Oui. que de le dire publiquement à l'oral. Mais parce que je veux en faire une force pour dire, voilà, comme des milliers de femmes, je l'ai vécu, mais comme des milliers de femmes, je suis debout. Comme des milliers de femmes, je continue à avancer. Et je me bats, surtout, pour que les femmes n'aient plus à le vivre, n'aient plus à subir les violences qu'elles subissent, et les accompagner dans un parcours qui est un parcours long de prise de conscience que les violences existent, parce que ce n'est pas si simple que de prendre conscience qu'on est en train de vivre des choses anormales, parce que les violences, ce n'est pas que les coups, ça ne commence pas par les coups, et garantir que la loi progresse. La semaine dernière, la loi a progressé, notamment au Sénat. Oui. On a fait évoluer la loi sur la question des violences faites aux femmes, ce qu'on appelle le contrôle coercitif. C'est-à-dire la notion du consentement. Alors, non, c'est Oui. deux choses différentes. Le contrôle coercitif, c'est vraiment sur le champ des violences faites aux femmes dans le couple. Parce que, encore une fois, on a encore cette image que la violence, c'est d'abord les coups. Non, les femmes ne sont pas stupides. Si au premier jour d'une relation, on subissait les coups, on partirait en courant. Il y a d'autres choses qui se mettent en place. Plus lentes, plus insidieuses, plus efficaces sans doute d'ailleurs, de contrôle de vos relations, de contrôle de vos sorties, de vos fréquentations, de vos horaires, de votre compte bancaire, de vos dépenses, de votre métier, de vos relations. Et tous ces contrôles progressivement, ces interdictions progressives qui se mettent en place, et beaucoup de femmes l'ont vécu et savent le décrire, derrière, c'est ça qui provoque de l'isolement. Et dans cet isolement, c'est là que les violences peuvent naître, les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences physiques. Et donc, il faut apprendre à détecter, à repérer les signaux pour nous-mêmes, pour les autres, pour nos familles, pour nos sœurs, pour nos mères, pour nos entourages, pour nos collègues, pour nos amis, pour être une société non pas de la suspicion, mais une société vigilante, une société bienveillante, une société qui est prête à entendre que malheureusement, ce type de violence existe et qu'il faut qu'on se mobilise. Et alors, la question justement du consentement, c'est-à-dire au fond, ça n'est pas parce qu'une femme ne réagit pas, Bien ou semble sûr, ne pas réagir, bien qu'on ne sûr. peut pas parler de viol. C'est un peu ça que vous voudriez qu'on comprenne. On a avancé là aussi à l'Assemblée nationale la semaine dernière, puisqu'on a adopté, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur cette question-là, parce que la question des violences sexuelles, c'est un fléau. C'est un fléau pour nos enfants, parce que malheureusement, ils sont les premières victimes de ces violences sexuelles. 160 000 enfants chaque année qui subiraient des violences sexuelles qui souvent se passent dans le huis clos familial quand on parle de l'inceste ou qui se passent avec des personnes qui ont autorité. Autorité parce qu'ici, on le voit dans l'affaire dite de Betaram, autorité aussi dans des cas emblématiques sportifs, mais il n'y a pas que des cas emblématiques, il y a encore des cas qui se passent là tout de suite maintenant. Et donc il faut que nos enfants sachent dès le plus jeune âge qu'ils aient les repères et qu'ils sachent que personne n'a le droit de les toucher.
Personne n'a le droit de leur faire du mal. Personne n'a le droit de violer leur intimité, leur intégrité physique. C'est pour ça que je me bats sur l'éducation à la vie affective dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle, pour que nos enfants aient des repères très clairs et pour se battre évidemment sur le champ de la loi, sur la question du consentement. Parce que c'est pas parce qu'une femme ne dit pas non qu'elle dit oui, qu'elle est d'accord, et puis qu'elle est d'accord pour toute la vie, ou qu'elle est d'accord pour tous les actes. Et ça, c'est ce qu'on doit changer dans la loi. On a fait un premier pas, une première étape très importante à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Oui. Et au-delà, les mineurs victimes Oui. de viols, d'agressions sexuelles ou autres, qui effectivement se retrouvent devant des prescriptions, ne peuvent plus attaquer au-delà d'un certain temps. Et ça, vous êtes contre. Vous dites que ça devrait être imprescriptible. Oui, parce que je pense que c'est une violence supplémentaire qu'on inflige à ces enfants devenus adultes. Parce qu'on sait aujourd'hui, scientifiquement, on sait pourquoi ces enfants devenus adultes ont mis tellement de temps à dire, à libérer, à le dire, à se l'avouer à eux-mêmes, à le reconnaître, à le dire à leur famille, à le dire à leurs proches, à leur faire l'étape supplémentaire, que d'aller devant la justice, que d'être prêt à porter plainte. C'est une épreuve supplémentaire. Et au moment où ils sont prêts, on leur dit « c'est trop tard ». Et ça, cette phrase-là, elle est insupportable. Et ça, ça reste dans la loi. Alors ça, moi, je me bats. Moi, j'ai déposé un texte. Vous avez fait allonger le délai de Exactement. prescription. Mais moi, je me bats parce que j'ai un texte où il y a la question de l'imprescriptibilité en matière civile, parce que je veux plus jamais qu'encore une fois, un enfant qui a vécu des violences sexuelles, qui a vécu l'inceste, qui a vécu un viol, entende, devenu adulte, au moment où il est en capacité de parler, pas qu'il a envie ou pas de parler, c'est au moment où il est en capacité de parler, s'entendre répondre par la justice de notre pays. C'est trop tard. Ça doit jamais être trop tard. Et c'est aussi un message qu'on doit envoyer aux agresseurs, à ces criminels qui abusent nos enfants. C'est de leur dire, en fait, on ne vous laissera jamais tranquille. Et jusqu'au dernier jour de la dernière heure, ceux et celles que vous avez abusés, violentés, violés, pourront venir vous poursuivre. Et vous ne serez jamais tranquille si vous commettez cet acte-là. Parce que je pense aussi que ça a une incidence sur le fait que ces actes puissent être commis parce qu'ils se sentent dans un état d'impunité, en fait, parce qu'ils ont une telle puissance sur ces enfants qu'ils dominent, qu'ils se disent aussi, finalement, ils dominent un peu la justice parce qu'il y a un moment où ce sera trop tard. Ben non, ça doit jamais être trop tard. Oui. Donc moi, je continue à me battre et à porter, en effet, ce combat-là pour nos enfants, pour tous nos enfants. Oui, de même, pour les agresseurs, les violeurs, vous dites, on ne devrait pas les autoriser à porter plainte contre les victimes pour diffamation ou ce genre de choses, au fond. Parce que vous dites que les femmes sont victimes de ça et ça restreint leur capacité à porter plainte. Oui, il y a un excès procédural qu'on remarque, c'est-à-dire ce qu'on appelle des procédures dites bâillons, c'est-à-dire immédiatement une femme va porter plainte parce qu'elle a subi des violences conjugales, des violences sexuelles, et immédiatement, la première réponse va être d'attaquer en diffamation pour dissuader la femme d'aller au bout de son processus, au bout de la plainte, etc. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est une violence, encore une fois, supplémentaire qu'on inflige à ces femmes qui ne portent pas plainte, encore une fois, pour faire plaisir, qui ne portent pas plainte pour y obtenir un gain, parce qu'il n'y a aucune femme, trouvez-moi une seule femme dans notre pays ou ailleurs, qui, parce qu'elle a porté plainte pour viol, y a gagné quoi que ce soit, à part pour elle-même, de se sauver, d'espérer se réparer. Mais aucune femme n'y a jamais gagné professionnellement. Aucune femme n'a vu sa carrière décoller parce qu'elle aurait porté plainte. Au contraire, c'est plutôt des femmes d'ailleurs qui parfois l'ont payé. Ils l'ont payé dans leur carrière, dans leur vie professionnelle. Donc oui, je crois que là encore, la loi doit progresser. Là maintenant, je travaille avec l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, de manière à avancer collégialement, collectivement, parce que je crois que sur ce sujet, on doit réussir collectivement à progresser encore. Alors, vous parlez de beaucoup de choses dans ce livre. À un moment, vous parlez de l'affaire Bertrand Cantat. Oui. Il y a en ce moment une série sur Netflix qui a beaucoup de succès. Anne-Sophie Gann qui l'a réalisée. Oui. Au final, Bertrand Cantat a fait 5 ans de prison. Et, à peine, oui. Oui. Vous vous dites, la loi à l'époque a fait ça. Aujourd'hui, il faudrait. Ça devrait plus être comme ça. C'est pas tant la loi à l'époque. Et d'ailleurs, Anne-Sophie Gann, elle avait d'abord écrit un livre et puis ensuite, elle a fait ce formidable documentaire sur Netflix que j'invite tout le monde à lire ou à voir, qui nous réinterroge sur la manière avec laquelle on avait compris ce qui se passait au moment de l'affaire, qui s'appelait d'ailleurs l'affaire Bertrand Cantat et non l'affaire Marie Trintignant. Marie Trintignant, elle n'est pas morte d'amour. Marie Trintignant, elle a été tuée. Elle a été tuée parce que cet homme lui a porté des coups et lui a porté tellement de coups qu'elle s'est retrouvée inanimée et qu'en plus, il ne lui a pas porté assistance et qu'elle s'est
elle est morte dans la nuit, en fait, vraisemblablement, parce que non seulement il l'a frappée à 19 reprises, mais au-delà de l'avoir frappée à 19 reprises, il n'a pas appelé les secours. À aucun moment. Donc Marie, elle est pas morte d'amour, elle est morte du fait de cet homme-là qui l'a tuée. Et je crois que c'est aussi important que la société réalise qu'à un moment, y compris médiatiquement, et vous le savez bien, on n'était pas au rendez-vous sur ces questions-là, pas tant dans la loi, même si la loi a encore progressé, que dans la manière avec laquelle on retranscrivait les faits. C'était un accident malheureux, c'était un crime passionnel, c'était finalement Bertrand Cantat qui était la victime, c'était le passé de Marie Trintignant qu'on venait mettre en cause sur la place publique parce que sa vie personnelle, parce qu'elle avait été mariée plusieurs fois. En quoi ça rentrait en compte pour savoir comment elle avait été tuée et comment elle était morte. Enfin, et je crois que oui, heureusement là-dessus, la société a changé. Oui, à un moment, vous en parlez aussi, de dire que comment un député qui a été condamné pour violence conjugale contre une femme peut revenir à l'Assemblée, siéger à côté de vous, au fond. Ça a été une vraie violence. Et vous étiez là, c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à accepter. Non, je ne l'ai pas accepté parce que, et d'autres députés d'ailleurs ne l'ont pas accepté. Je pense à Pierre Cazeneuve, notamment, qui s'est exprimé à ce moment-là, parce que dans un cri un peu de rage aussi, lui, il a eu raison de le faire parce que, en fait, on obtient une condamnation, la justice condamne cet homme pour des faits de violence conjugale. Et quelques semaines à peine après, il revient à l'Assemblée et il s'exprime à l'Assemblée comme si de rien n'était. Comme s'il ne s'était rien passé. Et je sais que ça pose évidemment des questions. Ça pose des questions sur le fait que la peine ait existé, sur la capacité à se réinsérer dans la société. Mais de la même manière que moi, je ne peux plus écouter un album de Noir Désir après ça. Parce qu'à la fin, quand j'entends Noir Désir, même si c'était un groupe que, comme des millions de Français, j'adorais, j'entends la voix d'un homme qui a porté des coups sur une femme. Et donc, il y a aussi ce devoir de décence qui doit pouvoir exister dans la société et qui me paraît essentiel, d'autant plus quand on est un personnage public, quand on a accès à la parole publique. Il faut accepter qu'à un moment, au-delà de la sentence, il y a aussi la décence qui devrait imposer de la discrétion et du recul. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Dans ce livre qui s'appelle « Nos combats pour la République », vous imaginez que votre petite fille un jour va vous demander « C'est quoi ton métier, maman ?» Et ce livre est là pour nous dire au fond, voilà... À quoi ce sert qu'elle la fait, politique maman. aussi. Est-ce qu'elle fait de la politique, elle l'a fait pour toi. Et au fond, vous auriez envie de lui dire « Je suis fière de ce que je fais pour toi ». Ça, c'est à elle de le dire dans quelques années. Elle a 2 ans et demi. Donc, si elle est fière ou pas de ce que sa maman a fait et aura fait. Mais oui, c'est une question naturelle de nos enfants. De dire à maman, mais c'est quoi ce que tu fais dans la journée? C'est quoi ton travail, maman? C'est quoi ton métier? Et donc, j'ai envie de partir de cette question simple d'un enfant pour me dire, voilà ce que j'aimerais lui dire. Ce que j'aimerais qu'elle comprenne de ce que je fais, de ce que ça veut dire être députée, être ministre, des combats que je mène, et qui sont des combats que je mène pour elle d'abord, pour sa génération, pour les générations qui viennent, parce que j'aimerais que ces sujets n'en soit plus, en fait, le jour où elle aura mon âge, et j'espère même avant. J'espère qu'on n'aura plus besoin d'avoir des ministres qui se battent sur la question de l'égalité, de la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, faites aux enfants, de la lutte contre l'antisémitisme, qu'on arrivera à mettre derrière nous ces combats, tout en étant des vigies très fortes sur ces questions, mais à se dire que oui, les politiques sont passées et que la culture de notre société a changé. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Nos combats pour la République. Donc, votre livre est publié chez Robert Laffont, ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.